Et puis, je dirais presque manque de chance pour les Juifs, 1897, premier congrès juif mondial à Bâle. Ceux qui croient au protocole vous disent, vous voyez la preuve, ils se réunissent à l'échelle mondiale, donc, et ceux qui n'y croient pas se disent, les autres avaient raison. Donc, automatiquement, ça s'enflamme. Et cerise sur le gâteau, en 1905, Herzl fait paraître l'État juif. Donc, c'est fini. Les Juifs veulent leur État, les Juifs veulent dominer le monde, donc, tu peux y aller. Ceci est la page de couverture de la première édition en français de Jean Lamblin. Et Lamblin ne s'est même pas donné la peine, c'est l'édition russe qui l'a transposée en enlevant toujours le E, mais en mettant en dessous des sages de Sion en français. C'est tout. Tu peux l'enlever, merci. Et à ce moment-là, il va y avoir un prêtre qui se nomme Ernest Join, qui trouve que la traduction de Lamblin est beaucoup trop jeune, trop sage, trop facile. Bon, il va en faire une autre. Il faut dire que cet Ernest Join faisait partie du bureau du Saint-Office, c'est-à-dire de l'Inquisition, bureau qui existe encore en France à cette époque-là et qui va être supprimé juste après d'ailleurs. Et il va écrire, après, comme dans sa préface, ces documents restent l'expression vivante de la situation dans le monde que le péril judéo-maçonnique, pour la première fois ce terme est employé, et qui va être employé largement par l'extrême droite, donc que ce péril judéo-maçonnique mène infailliblement à la ruine totale s'il n'est pas conjuré immédiatement. Ces documents dévoilent dans le monde entier que ce péril est aujourd'hui une question de vie ou de mort pour tous les peuples. Ces conférences résument le plan de domination mondiale élaboré par la race juive. Et c'est la première fois qu'on va mettre le mot race avec une religion à côté. Jusque-là, le mot race était employé en zoologie, jusqu'au milieu du 19e siècle, quand Darwin va dire non, le mot race ne va pas pour les animaux sont classés par espèce et par famille, etc. Donc, pas de race pour les animaux. C'est l'époque où il va y avoir les conquêtes des colonies françaises et autres, où on va découvrir en Afrique un peuple noir, on va découvrir en Asie un peuple jaune, donc on dit, ces gens-là, c'est entre les animaux et les hommes, on met le mot race, vous avez la race noire, vous avez la race jaune, et automatiquement la race supérieure, la race blanche. Et c'est à ce moment-là que Gobineau écrit, tu le connais sûrement, les inégalités des races humaines. Et un autre, qui se nomme Gaston Marie, va inventer en 1994 dans les journaux de Drummond le terme racisme, qui n'avait jamais été employé puisque race était pour les animaux, donc on ne pouvait pas avoir du racisme envers les animaux, donc on a du racisme envers les hommes. C'est la première fois que ce terme va être appliqué. Dans les fameux journaux de Drummond, vous avez régulièrement des articles de Léon Daudet, qui est super connu pour son antisémitisme, et surtout d'un auteur qui revient à la mode en France terriblement depuis 2 ans, Louis-Ferdinand Céline, qui va écrire en 1937 « Rien n'est plus revigorant que la lecture des protocoles pour un arien. Nous dépendons entièrement du bon vouloir des Juifs. La guerre arrivera à l'heure fixée par monsieur le baron de Rothschild, votre seigneur et maître absolu, à l'heure fixée en plein accord avec ses cousins souverains de Londres ou de Moscou. » Et 2 années plus tard, le triste sire d'Arquier de Pellepoix va fonder un nouveau mouvement qu'il va nommer Rassemblement anti-juif de la France. Et il proclame: il faut de toute urgence résoudre la question juive et que tous les juifs soient expulsés ou massacrés. C'est écrit en toutes lettres. Il fait en même temps une nouvelle édition des protocoles qu'il va vendre à 2 francs. Lui-même dit ce prix extrêmement bas a pour but de permettre à tous les Français de connaître les machinations de notre ennemi numéro 1, le juif. Nous lançons un appel à tous les Français qui ne sont pas complètement
chloroformé, et puis il ajoute un terme que je ne me permets pas de dire ici, il faut que la France se répète. Tu peux y aller, ma poulette. Alors ça, c'est l'affiche des protocoles en français, et qui était, et vas-y encore l'autre. Ça, c'est la grande affiche qu'il y a eu sur les immeubles de Paris, parce qu'en 1934, il y a eu une très grande exposition sur le juif. Le texte est en français en France, donc évidemment, il va être lu en Belgique. Et en Belgique, il va y avoir un écrivain qui va créer une gazette qu'il appelle Le Péril juif. Et dans cette gazette, entre 1919 et 1921, il va déverser tout le venin possible contre les Juifs. Et cet écrivain, j'avoue que j'étais extrêmement sidérée, c'est Georges Simenon. On ne s'attend absolument pas à ça. Voilà, on n'en sait pas plus sur son antisémitisme, peut-être. Voilà. À toi, ma puce, quand tu sortiras ton téléphone. Voilà, ça c'est l'édition d'Autriche, où il est spécifié en dessous les multiples faces du juif dominateur. Vampire, et vous l'avez un peu en dessous. Dragon, vous avez la figure au-dessus. Champignon sur le côté. Et le pestiféré à gauche. Vous avez donc toute la représentation des juifs, on ne peut pas plus. Tu peux passer à la suivante. Voilà, ça c'est l'édition en espagnol, où vraiment toutes les couleurs, mais je veux vous dire une chose, c'est qu'à ce moment-là, depuis 1492, il n'y avait pas de juifs. En Espagne, ils avaient été chassés. Il y avait quelques juifs qui travaillaient en passage, avec un permis de travail. Il n'y avait pas de juifs citoyens espagnols. Ils ne reviendront que pour la guerre de 39 quand Franco les acceptera. Donc, regardez jusqu'où va la folie. Tu peux faire la photo suivante. Là, nous arrivons en Italie. C'est un prêtre qui va le traduire en italien, qui s'appelle Giovanni Preciosi. Là, c'est une chauve-souris qui domine le monde, vous avez vu. Et cette traduction, en 1935, va vraiment plaire à Mussolini. Et pour le remercier, Mussolini va nommer Preciosi inspecteur général de la race, sans rien. Il n'y en a qu'une, c'est la sale race, comme on disait à l'époque. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu où nous en sommes dans tous les pays. Mais ça ne suffit pas, c'est trop facile. Tu peux faire le dessin suivant. En Suède, pourquoi en Suède? Voilà la représentation de la couverture des protocoles. Et en plus, on vous représente un juif avec une tête de noir, épouvantable. Tu peux aller plus loin. Nous traversons l'océan Atlantique. Voilà la représentation en Argentine. Et aux États-Unis, Henry Ford, qui est un anti-juif notoire, va faire, il dit d'abord, c'est trop terriblement vrai pour être une fiction. Et il va faire imprimer 700 000 exemplaires des protocoles assez frais qui va distribuer dans tous les États-Unis. C'est fini pour les États-Unis. Nous arrivons où? Au Japon. Au Japon, à la veille de la guerre de 40, un général de l'armée japonaise explique: j'ai ramené d'Allemagne des documents qui précisent le plan des Juifs de domination mondiale et je les ai fait traduire en japonais. Il faut que le monde le sache. Fini. Donc, entre les deux guerres, on peut dire que la Bible est le livre le plus vendu, et juste après, les protocoles, dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Et tu peux l'entendre aussi. Ils sont assez forts à ça. Et puis, hélas, 39 arrive, la guerre arrive avec son lot d'horreur, la Shoah est là. Après la guerre, ben les gens ont un petit peu de compassion pour ce petit peuple malheureux qui a tellement souffert, etc., etc. Et on ne parle plus des protocoles pendant quelques temps. C'est même indécent d'en parler, c'est vrai. Mais l'État d'Israël va être créé, rebis. Donc les gens se disent, c'est pas possible, c'est encore une preuve de plus. En 1980, en France, bon, je vous passe que les
les partis extrémistes en France, de droite comme de gauche, vont évoquer un peu les protocoles dans les discours, dans leurs journaux. En 1980 paraît le dictionnaire de la politique française et le chapitre des protocoles est confié à Henri Coston, qui était connu, voilà, pour son antisémitisme, pour son pétainisme, pour tous. Mais on lui a donné l'article à faire. Donc il va écrire, une seconde, je vais vous dire, surprenant document dont la valeur politique demeure tout de même troublante. 1990, ils vont être édités en secret, plus ou moins secret, ici les Moulineaux, et on acceptera qu'ils soient vendus dans les arrière-boutiques des librairies d'extrême droite. On le sait, en 2000, l'interdiction d'imprimer ce texte est supprimée. Et il va être réédité en 2010. Et puis évidemment, dès que Google arrive, vous l'avez dans toutes les langues, et pour 5 €, vous l'avez chez vous immédiatement. Mais c'est en Russie qu'il va y avoir, après la guerre, un nouveau sursaut des protocoles. C'est la chute du mur, c'est la fin de l'Union soviétique, la Russie revient, donc avec la Russie, la religion orthodoxe reprend ses droits. Comme ils avaient été brimés de religion pendant 60 ou 70 ans, ils vont tomber dedans immédiatement et l'antisémitisme, ou l'antijudaïsme, disons à l'époque, va reprendre de plus belle. Et la tombe de Serge Nilus va devenir le centre de pèlerinage annuel extrêmement important. Tous ces ouvrages sur l'antéchrist, mais sur ces traductions des protocoles vont être édités et sont réédités régulièrement. Tous les popes doivent, quand ils vont passer l'examen final de la prêtrise, je ne sais pas comment ça s'appelle pour les orthodoxes, doivent citer des protocoles et s'engager à les commenter de temps en temps à l'Église pour entretenir cette haine. C'est seulement en 1989, lors de la chute du mur de Berlin, qu'on va commencer à découvrir les archives russes qui ne sont pas encore épuisées et dans lesquelles on découvre régulièrement, quotidiennement, de nouvelles sources de connaissances sur les protocoles. Donc il y a une montagne à découvrir encore. Le grand spécialiste du mythe des protocoles, c'est un dénommé, un Français, Pierre-André Taguieff, qui a écrit vraiment un véritable pavé, qui lutte depuis des années contre ce mythe des protocoles. C'est vraiment une vocation. Et il travaille en Russie et il dit qu'il a le plus grand mal à avoir tous les documents, mais ça arrive. Je peux aller. Alors, pour résumer, le texte de Boutmy vient du texte de Serge Nilus, qui venait de Ratchowski, qui avait été fait par Golovitsky, qui s'était inspiré de Sergioli, qui s'était inspiré de Machiavel. Donc on revient que tout ça part d'un texte d'un Italien du XVe siècle. C'est ça qui est affolant. Il n'y avait au début rien de juif. C'est des transpositions et c'est... Voilà ma poulette, tu peux arrêter. Donc maintenant, c'est terminé en Europe et les protocoles vont partir avec une flambée extraordinaire dans les pays musulmans. Depuis la fin du XIXe siècle, il y avait dans ces pays du Moyen-Orient, des régions méditerranéennes, un renouveau de l'antisémitisme parce que étaient transmis là-bas les textes de Drummond, tous les journaux anti-juifs, tous les livres anti-juifs, ceux qui étaient mis sur le pavé par les chrétiens d'Orient de l'époque. Et ça va connaître un succès incroyable, puisque à l'époque, ils étaient élevés par les jésuites, donc ils parlaient français en grande majorité. Bien. Deuxième étape, dans ces pays-là, 1917, déclaration Balfour. Donc automatiquement, les Palestiniens vont commencer à avoir peur. Ils vont envoyer une délégation à Londres au chancelier de l'Échiquier avec un exemplaire, lequel est chancelier n'est autre que Winston Churchill. Et Winston Churchill, dans ses mémoires, dira y avoir cru un certain temps. C'est écrit comme ça, y avoir cru un certain temps. Donc,
Deuxième étape dans les pays arabes, 1925, les protocoles sont traduits en Caire en arabe et on va aussitôt les envoyer dans toutes les universités arabes du Proche-Orient. Et puis nous arrivons à un personnage épouvantable que vous connaissez tous, dont vous avez tous entendu parler, c'est le grand mufti de Jérusalem. Dès qu'il y a eu les Anglais, il est parti, et il est parti où? Devant son Dieu, si je puis dire, en Allemagne, et il fait sienne toutes les idées d'Hitler. Il va tellement vouloir lui faire plaisir qu'il va lever une division de SS musulmans, la Ansar Division. Tu peux montrer juste voilà l'insigne de sa division musulmane SS, qui va être responsable pendant la Seconde Guerre mondiale du massacre de 60 000 juifs dans les Balkans. Ça y est, merci, non, ça va. Et la guerre se termine et on assiste à un sursaut des protocoles, du succès des protocoles dans toutes ces régions du Moyen-Orient, parce que le grand mufti a donné asile dans ces régions encore aux rescapés nazis et il leur donne asile. Donc, il va y avoir un renouveau, c'est ce que je vous dis. Parmi ces nazis, vous avez le SS Altern-Ehrlich qui s'est converti à l'islam et qui va être responsable de l'instruction de tous les camps palestiniens. Il y en a un autre qui est le SS Broman de triste mémoire, puisque c'est un des liquidateurs du ghetto de Varsovie, et qu'il va, lui, être nommé ce qu'on peut appeler le responsable coach, l'instructeur militaire et politique du Front de libération de la Palestine. 1948 arrive, l'État d'Israël arrive, et la vision des Arabes va changer, parce qu'ils vont voir que les Américains viennent, les Juifs américains, etc. Alors donc immédiatement, l'antisémitisme va passer en antisionisme. Et ils vont aussi évoquer en permanence le complot sioniste, puisque Israël ne vit qu'avec ce que les Juifs du monde entier vont apporter en Israël. Donc complot sioniste, on n'a que ça.